Mon invité, c'est Jean-René Buisson, le président de l'Association nationale des industries alimentaires, l'ANIA, qui représente le premier secteur industriel français, mais un secteur qui souffre depuis quelques années entre les scandales alimentaires, les pressions de plus en plus fortes sur les prix de la grande distribution, la baisse du pouvoir d'achat et les changements des habitudes de consommation. Aujourd'hui, la profession tire le signal d'alarme. Interview sous forme de bilan avec celui qui quittera dans quelques semaines son poste de président de l'ANIA. Bonjour Jean-René Buisson. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors je le disais, un secteur qui souffre depuis quelques années. La situation est-elle si terrible que ça pour une industrie qui a longtemps été présentée comme un des fers de lance de l'économie française ? Alors nous restons, je le pense, un des fers de lance de l'industrie française, Oui. mais nous souffrons d'une manière un peu paradoxale avec décalage par rapport aux autres secteurs industriels au niveau de la crise, puisque nous étions très inquiets au moment du début de la crise en 2008. Compte tenu de la taille de nos entreprises, nous avions mis en place d'ailleurs des outils assez sophistiqués auprès des banques. Et ça, vous l'aviez surmonté donc ? On l'a plus que surmonté, c'est-à-dire ça s'est plutôt très bien passé parce que la consommation a tenu. Et pour nous, l'élément consommation est très important. Bien sûr. Et finalement, nos entreprises qui étaient très petites ont fait le gros dos et avec un poids mort assez bas, ont plutôt mieux résisté que le reste de l'industrie. Et donc aujourd'hui, vous êtes rattrapé. Et on est rattrapé en particulier pour des problèmes de financement et de trésorerie. Alors on va y revenir bien évidemment. Vous avez mis les pieds, les deux, dans le plat en dénonçant des distributeurs donc, sur les problématiques des négociations tarifaires, des négociations commerciales avec la grande distribution, des distributeurs sans foi ni loi, des conditions dramatiques de conclusion des accords et des pressions psychologiques et économiques scandaleuses. Vous n'y êtes pas allé de main morte, la situation là aussi est celle-ci si grave ? Absolument. Au sens littéral, ils sont hors la loi, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas la loi, ça fait des années que ça dure. Les distributeurs ont toujours pensé qu'ils n'étaient pas concernés par la législation française, qu'ils avaient un rôle particulier, qu'ils avaient un rôle clé, qu'ils étaient là pour défendre la veuve et l'orphelin, sauf qu'ils défendent surtout leurs marges et leurs résultats. Et ils ont une approche de négociation avec les industriels qui est effectivement absolument scandaleuse et qui est surtout totalement différente de celle qu'ils ont eux-mêmes dans les autres pays européens, où ils se comportent de manière tout à fait normale. Les mêmes se comportent de manière tout à fait normale. Et en France, ils se comportent effectivement comme des voyous. Alors, est-ce que c'est vrai là aussi qu'on a demandé de la part de la grande distribution des baisses de tarifs de presque 10%, des suspensions brutales de contrats, des référencements ou des déréférencements de plusieurs lignes de produits ? Effectivement, sur la méthode, on retrouve des méthodes qu'on n'avait plus connues depuis 3-4 ans, c'est-à-dire des méthodes... Alors on va dire aujourd'hui, parce que on va être gentil, de cow-boy, oui, avec des pressions insupportables sur le plan physique, sur le plan de la négociation, et puis sur le fond, ils ne font plus de commerce, c'est d'ailleurs ce qu'on leur reproche. Ils ne regardent pas quel est le prix de revient et quel est le prix de vente du produit, et quelles sont les évolutions de matières premières ou de coûts de l'énergie. Ils disent, on a fait moins 2 l'an dernier, on veut moins 4 cette année, et donc ils se comportent en traders, véritablement, et non pas en commerçants. Donc ce qu'on leur reproche, c'est effectivement de détourner la loi de modernisation de l'économie pour se comporter en trader plus qu'en commerçant. Bon, on va y revenir sur la LME, ce que vous réclamez, et puis la réponse de la grande distribution. Mais alors, quand on vous dit qu'ils sont eux aussi engagés dans une guerre des prix féroces et qu'ils ont besoin de vendre sans marge les produits vedettes comme le Coca-Cola, et donc quelque part c'est vous, la distribution, l'industrie agroalimentaire, notamment les petits producteurs, qui en payent les prix cassés. Là-dessus, ils sont obligés de se rattraper. Est-ce que vous comprenez le mécanisme, malgré tout ? C'est ce que Serge Papin, qu'on a reçu sur cette antenne, nous résumait d'une boutade dont il a le secret, le coco de Paimpol contre le coca d'Atlanta. Voilà, et vous, c'est le coco de Paimpol. Il a des formules très intéressantes. J'aime beaucoup Serge Papin parce qu'il est à titre personnel très sympathique. À titre personnel. À titre personnel très sympathique, mais sur le fond, il a surtout des problèmes de marge vis-à-vis de son principal concurrent qui est Leclerc. Donc son objectif n'est pas tellement de défendre les marges des petites entreprises, comme il le dit, mais d'être à un niveau suffisant pour résister. Donc c'est ce que je vous disais, guerre des prix féroce, et guerre de position féroce, au sein de la grande distribution. Bien sûr, il y a une guerre féroce entre eux, qu'ils n'avaient d'ailleurs, à mon avis, qu'ils avaient mal estimé au moment de la signature de la LME. Ils ont demandé à Nicolas Sarkozy, au moment de la LME, une ouverture pour pouvoir justement se faire une guerre entre eux, qui ne se faisait pas, parce que jusqu'à la LME, il y avait, je dirais, une répartition assez intelligente des prix entre eux, et là, ils ont ouvert la guerre, mais elle a profité à ceux qui y étaient vraiment préparés. Le seul qui était vraiment préparé, c'était Leclerc. Alors, le même Serge Papin propose un taux de marge minimum entre 10 et 15% sur le seuil de revente à perte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que ça ne risque pas de créer un effet inflationniste malgré tout ?
d'une part, et de toute façon, ça ne veut rien dire. Donc nous sommes effectivement contre cette approche qui n'a que pour objectif, je le répète, en ce qui concerne Serge Papin, de se donner un peu d'air pour résister à la pression de Leclerc et un peu d'Intermarché d'ailleurs, et de Carrefour. Vous n'êtes quand même pas pour le retour de l'indexation des prix. C'est un peu le sentiment qu'on a eu par exemple sur le conflit sur le lait, où finalement les producteurs ont eu des rabais. Ça a été interprété comme le retour, quelque part, des prix administrés. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Absolument pas favorable à l'indexation, ni même au dispositif qui avait été prévu au moment de la modification, qui va être discuté de la LME dans la loi de consommation. Nous ne sommes pas favorables à une indexation. Nous pensons que les règles de la LME, qui sont des règles relativement libérales malgré tout, sont suffisantes si elles sont appliquées correctement. Il n'y a pas besoin de remettre une indexation si les processus de négociation se déroulent correctement. Alors la LME, pour autant, vous demandez sa modification et visiblement vous avez l'oreille et du gouvernement à travers Benoît Hamon et sa loi sur la consommation qui a été présentée en Conseil des ministres il y a quelques semaines et des parlementaires qui pourraient sensiblement infléchir la LME. Qu'est-ce que vous réclamez précisément? Entendons-nous bien, nous ne demandons pas la modification de la LME, nous demandons l'application stricte de la LME, c'est-à-dire de la LME telle qu'elle a été votée par les parlementaires. Et on a passé des jours et des nuits à négocier cette loi, donc on la connaît bien. C'est une loi qui a été votée dans des conditions un peu particulières et simplement pour des raisons, je dirais, de pression ou de relations particulières du président de la République précédent avec Michel-Édouard Leclerc, il n'y a pas eu de décret d'application de cette loi et ni de circulaire d'application, ce qui est quelque chose d'assez invraisemblable. Donc il nous manque des pans entiers d'application qui sont faussés de fait par les distributeurs. Alors Jean-René Buisson, que demandez-vous? J'ai bien compris le décor que vous nous avez planté, intéressant Nicolas Sarkozy et donc Michel-Édouard Leclerc. Que demandez-vous en termes de tarifs et en quoi, selon vous, le tarif doit être le socle du plan d'affaires quand on négocie avec la grande distrib? On demande des choses très simples. On demande simplement ce qui était inscrit dans la loi, c'est que les conditions générales de vente, c'est-à-dire quand vous avez un prix, vous apprenez ça à l'école primaire, vous avez un prix de revient plus un bénéfice, ça donne le prix de vente. Donc on veut que ce prix de vente soit le point de départ de la négociation, soit le socle de la négociation commerciale. C'est-à-dire quand vous êtes, ce prix de vente est de 100, c'est le point de départ de la négociation. Quand M. Leclerc dit « moi, j'en ai une affaire que vous soyez à 100, si je vous l'achète à 70 ou je ne l'achète pas », ce n'est pas l'esprit de la loi, ça ne correspond pas à ce qui a été voté dans la loi. À partir de là, on part de 100, et après, bien évidemment, on descend le prix en fonction du nombre de magasins, des opérations promotionnelles qui vont être faites dans l'année, des anniversaires. Qui seraient mentionnés, si je comprends bien. Et qui doivent être, et c'est bien là que ça justifie les conditions générales de vente, puisque la loi prévoit expressément qu'il y ait un plan d'affaires où sont indiquées toutes les ristournes qui sont faites entre le 100 et le 70 ou le 80 quand vous arrivez avec tel ou tel client. C'est extrêmement simple et c'est exactement ce qui a été décidé et voté au moment de la loi. Si ce n'est pas appliqué, la loi LME ne peut plus s'appliquer en ce qui nous concerne, il faudra une autre loi. Nous ne le souhaitons pas pour des tas de raisons, nous l'avons dit dès le départ, simplement il faut qu'elle soit appliquée correctement. Alors, autre question, tenir compte de la volatilité des cours des matières premières. Il y a une partie de vos adhérents qui le réclament, d'autres peut-être moins, parce qu'ils sont moins soumis à la volatilité. Qu'en pense l'ANIA? Est-ce que le sujet mérite quand même d'être creusé? Surtout, encore une fois, je me répète, quand on connaît la volatilité aujourd'hui des cours des matières premières. Alors, on n'a pas de position unanime sur ce problème. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, c'est même très différencié au niveau de l'ANIA. Il y en a qui le souhaiteraient, d'autres qui ne le souhaitent pas. D'une manière générale, les principaux acteurs de l'ANIA ne le souhaitent pas. C'est plutôt les charcutiers qui étaient en grande difficulté il y a quelques mois, qui étaient plutôt favorables à un système d'indexation. Ils reviennent un peu sur cette position aujourd'hui. Donc nous ne souhaitons pas avoir d'indexation en particulier automatique et nous nous sommes aperçus lorsqu'on a travaillé sur l'Observatoire des marges que c'était extrêmement difficile de fixer la date de l'indexation. Parce que quand vous commencez à décider d'indexer, en général vous n'êtes plus dans la période où il y a eu les augmentations, donc vous êtes toujours décalé et c'est quand même très difficile à appliquer. Alors la question d'avoir des sanctions administratives au lieu de passer devant un juge, donc ça veut dire aussi peut-être renforcer le pouvoir de la DGCCRF. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors, plutôt le bon côté de la chose, mais est-ce que ça ne pourrait pas se retourner aussi contre vous? Je ne sais pas. On prend le risque. C'est-à-dire que nous souhaitons avoir une DGCCRF forte. Depuis plusieurs années, le pouvoir de la DGCCRF diminue. C'est un organisme de contrôle. Dans une situation où il y a 7 grands fournisseurs de la grande distribution et 10 000 entreprises de consommation, il y a quand même une certaine disproportion, quoi qu'en disent les distributeurs, entre 10 000 et 7. Il nous paraît nécessaire d'avoir un régulateur. Et le régulateur
de constat, c'est la DGCCRF. Après, c'est la justice qui tranche et qui applique en fonction du constat qui est fait par, je dirais, la police judiciaire économique, qui est la DGCCRF. Donc nous sommes pour une DGCCRF forte. Nous sommes pour des sanctions qui soient compatible avec la puissance des distributeurs, mais la vraie sanction intéressante, c'est la sanction pénale. Car les distributeurs n'ont vraiment peur que de la sanction pénale. Les sanctions financières, d'une certaine manière, ils l'intègrent dès le départ et ils nous le refacturent. En quelque sorte, et nous le refacturent. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Les propos de Jacques Cressel, le délégué général de la FCD, donc qui défend les intérêts de la grande distribution, qui dit que vous ne cherchez, l'ANIA, qu'à défendre les intérêts des grandes marques et là je pose la question à celui qui a fait sa carrière aussi, une grande partie de sa carrière chez Danone, les intérêts des grandes marques et qui s'abritent derrière la défense des petites marques pour donc obtenir la réforme de la LME et que surtout la LME avait un mérite, c'était d'être anti-inflationniste. Alors, encore une fois, nous ne demandons absolument pas, nous sommes peut-être même les seuls à avoir approuvé la LME quand elle a été votée. Donc nous sommes extrêmement demandeurs de l'application de la LME. Et je dirais que Cressel, il se défend avec les arguments qu'il a, c'est-à-dire qu'il n'en a plus beaucoup. Et donc il essaye de casser le front des industriels entre les grandes et les petites entreprises. Mais d'abord à l'ANIA, on défend surtout les petites parce que les grandes, elles se défendent toutes seules assez facilement. Elles n'ont pas besoin de leur organisation professionnelle ou pas beaucoup. Et alors que nous passons notre temps à défendre effectivement les 97% de PME qui constituent l'ANIA. Alors, vous avez tiré le signal d'alarme, je l'ai dit récemment, premier industriel français, toujours l'agroalimentaire, mais aujourd'hui, et puis avec un fort excédent commercial, mais un chiffre d'affaires aujourd'hui en baisse, hein, le chiffre d'affaires venu de la production industrielle, voilà, des emplois qui diminuent, près de 5 000, vous attendez à ça. Ça, c'est tout à fait nouveau. C'est un premier signe, effectivement, car nous avons eu, on peut le dire quand même, la chance de maintenir nos emplois au moment où l'industrie perdait à peu près 20%. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en préambule de notre conversation. On est toujours aussi le premier employeur industriel. Mais aujourd'hui, il y a des liquidations qui sont en forte hausse et donc une diminution de la production industrielle dans notre pays. Et ça, c'est assez embêtant. Est-ce que vous payez là le scandale alimentaire du cheval dans les plats surgelés? Est-ce que 3 mois après, ça maintenant on peut commencer à le quantifier? Alors, c'est très difficile de faire un lien direct entre ce qui se passe sur les volumes et la crise de la viande de cheval. Après, je vais revenir sur la crise de la viande de cheval. Sur les volumes, je pense qu'on est sur une tendance liée à la crise, avec une baisse de consommation, car les consommateurs arbitrent plutôt sur l'alimentaire, curieusement, plutôt que sur le téléphone, les vacances. Oui, et puis avec la diminution même du pouvoir d'achat, on est dans le dur. Là. Parce qu'on a une vision très particulière de l'alimentation. C'est pas qu'elle est plus chère, parce qu'elle ne représente plus que 8 à 10% du panier de la ménagère, alors qu'elle représentait 15-16% avant. Mais malgré tout, les consommateurs ont le sentiment que c'est un élément sur lequel alors il y a ça. Ça, c'est le premier point. Et je pense que la baisse de la consommation, c'est lié à la crise. Le problème de la viande de cheval, c'est un problème très grave et qui a changé la relation, enfin qui a aggravé la relation du consommateur avec son industrie alimentaire. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment une rupture de confiance de l'ensemble des consommateurs vis-à-vis de leur industrie alimentaire. Alors, est-ce qu'on peut le quantifier? Et effectivement, au-delà de la viande de cheval, c'est tout un rapport à l'agroalimentaire, à l'industrie agroalimentaire qui est posée, les gens voulant de la sincérité, de l'authentique et du local et de la transparence, et j'en passe. Alors, je pense que c'est plus, mon sentiment, mais c'est très difficile, c'est plus un problème affectif et de perception que véritablement un problème objectivé. C'est-à-dire que les consommateurs ont le sentiment qu'ils ont en face d'eux un peu comme l'aile et la cuisse avec De Funès, une espèce de boîte noire où ils rentrent des choses un peu bizarres, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la boîte, et il en ressort des choses, ils ne savent pas. Donc je crois que c'est ça l'appréciation totalement usurpée de l'industrie alimentaire française, qui est une des plus sûres et une des plus diversifiées du monde. C'est une espèce de paradoxe français, c'est que tous nos produits sont demandés à l'international, tous les pays européens souhaiteraient avoir une industrie alimentaire comme la France, et en France, on est tord le nez devant son industrie alimentaire. Et en même temps, le scandale de la viande de cheval, principalement, c'était en France. Alors comment peut-on arriver à ça? Quelle est votre part de responsabilité? Est-ce que vous pensez que vous avez la bonne réponse avec la charte d'engagement, qui a été d'ailleurs validée tout récemment par les pouvoirs publics, ces jours derniers. Voilà, ces jours derniers, et qui est basée sur un engagement volontaire des entreprises. Est-ce que c'est suffisant? Donc en quoi êtes-vous responsable? Est-ce que cette charte est suffisante selon vous? Alors, les formules responsable mais pas coupable, on va laisser à d'autres. On va laisser à d'autres. On a une part de responsabilité dans la mesure où manifestement
on aurait dû être préparé à des fraudes, c'est-à-dire à quelqu'un qui nous ment, puisque normalement, nous travaillons à partir d'informations qui nous sont données par des certificats. Lorsqu'un fournisseur nous donne un produit, nous donne un certificat qui garantit que c'est le produit. On n'avait pas effectivement imaginé qu'il nous donnerait un autre animal que celui qu'il avait prévu. Oui, puis surtout, le certificat, vous l'avez surtout de l'étape de transformation précédente, mais pas forcément des étapes antérieures. Du dernier fournisseur, Voilà, ce qui est c'est la ça règle. le problème. Et lui-même doit s'assurer que... Bon, alors, ça, c'est manifestement, on s'est fait prendre dans ce domaine-là, mais c'était très difficile d'anticiper parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on allait nous donner un autre produit que le produit qu'on demandait. Ça, c'est le premier point. C'est notre première responsabilité. La deuxième responsabilité, elle relève bien sûr des distributeurs, parce que là, il ne faut jamais oublier que sur ce problème de la viande de cheval, il y a eu fraude. C'est exactement comme pour la carte bleue. Dans une carte, vous avez un problème de fraude à la carte bleue, vous ne remettez pas le système en cause. Vous trouvez un système pour faire que la fraude n'existe plus, mais vous gardez votre carte bleue. Mais la fraude, c'est vous qui êtes responsable, ce n'est pas la grande distribution. Le fait qu'il y ait du cheval dans un produit que vous transformez. Alors, en finale, par rapport aux consommateurs, oui, nous sommes responsables du produit que nous devons donner, mais effectivement, la fraude, c'est pas nous qui l'avons provoquée. Elle a été provoquée par des distributeurs malhonnêtes, qui d'ailleurs devraient déjà être en prison, je ne m'étonne qu'ils n'y soient pas, sur un certain nombre d'entre eux, et qui ont transformé les étiquettes, qui ont changé les étiquettes, qui ont mis que c'était de la viande de cheval. Oui, mais ça, vous le savez quand même. Alors, peut-être pas les toutes petites PME, mais toutes ces entreprises, Spanghero et compagnie, savaient comment fonctionnait le système, avec ce lot d'intermédiaires déments dans la chaîne, et puis aux quatre coins de l'Europe, de la Roumanie aux Pays-Bas, en passant par Chypre. Le système de trading qu'on a découvert là, nous ne le connaissions pas. C'est notre amont. Nous n'avons pas, ce ne sont pas des adhérents de l'ANIA. C'est très difficile de savoir ce qui s'y passe. Je peux vous dire que maintenant on connaît mieux là. On a plongé dans ce domaine-là. Donc on va mettre en place effectivement une charte antifraude. Mais sur un engagement volontaire des entreprises, est-ce que c'est suffisant? Alors, il y a deux choses. Il y a la charte antifraude qui va être mise en place par l'ensemble des entreprises, qui va être de renforcer la totalité des contrôles pour ne plus se trouver face à cette situation. Et puis après, il y a le fameux problème de l'affichage de l'origine de la viande. Donc ça, c'est une législation européenne. Donc on fait tout pour que l'accélération au niveau européen se fasse. Et puis on demande aux entreprises qui le souhaitent, et qui le peuvent, surtout techniquement, de le faire dès maintenant. Donc je pense que... Qui le souhaitent et qui le peuvent. Qui le souhaitent et qui le peuvent. Alors, Jean-René Buisson, dans quelques semaines, vous allez clore votre mandat à la tête de l'ANIA. Troisième mandat, 3 x 3 égale 9 ans à la tête de l'ANIA. Quel est le bilan que vous dressez vous-même de votre présidence? Alors, j'allais dire, on a parfois l'impression que vous êtes toujours un peu sur la défensive, l'ANIA, sur des combats un peu d'arrière-garde. On l'a vu un peu là sur le cheval, peut-être un peu... Non, mais après, vous me direz que je me trompe, que vous avez peut-être réagi un peu tard. Pareil, vous êtes arc-bouté sur la taxe contre les sodas sucrés, etc. Voilà. Quel est un peu le bilan que vous faites de votre action et en même temps, acteur totalement incontournable, nous sommes d'accord, dans l'industrie française? Alors, le premier bilan, c'est qu'on est devenu un acteur incontournable en 9 ans, ce qui n'était a priori pas le cas jusqu'alors. C'est important. On a été, pendant ces 9 ans, confronté à tous les problèmes, je dirais, sociétaux qu'on peut trouver dans l'agroalimentaire et qu'on n'avait pas jusqu'alors. Vous en avez cité quelques-uns, mais je dirais tous les problèmes liés à la santé, à l'obésité, à la nutrition, on les a eu tous. On a eu tous les problèmes de taxes possibles et inimaginables. Et vous trouvez que vous avez donc bien réagi, que vous avez su vous positionner? Vous avez parfaitement... et pas d'arrière-garde sur certains sujets. Parfaitement identifié le problème en disant qu'effectivement, on a été défensif parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer un certain nombre d'éléments beaucoup plus positifs sur ce qu'on est en train de faire, en particulier dans des aspects de transparence, la mise en place d'un site internet pour répondre aux questions de tous les gens qui voudraient poser une question sur l'alimentaire. Donc on prend un certain nombre de risques démesurés, je dirais presque, pour donner la parole aux gens et pour y répondre quasiment en direct sur Internet. On va expliquer aussi ce qu'est, je dirais, notre cuisine, expliquer que finalement nous ne sommes jamais qu'une grande cuisine comme chez soi et pour ça il faut faire visiter nos usines. Donc ça passe effectivement par une transparence plus importante qui n'était pas, je dirais, le point le plus naturel de l'industrie alimentaire. Alors, 2 candidats aujourd'hui sont dans les starting blocks pour vous succéder. Alors, c'est assez, ça représente bien le grand écart de l'alimentaire, de l'agroalimentaire. Il y en a un qui vient de chez Kraft Food, le symbole de la transformation industrielle, et puis une petite PME bourguignonne dans la meunerie, pas si petite que ça, mais enfin. Par rapport à Kraft Food, c'est quand même pas le même monde. Alors, vous allez me dire que vous n'allez pas vous prononcer sur tel ou tel.
Il n'empêche, il y a quand même, est-ce qu'on est sur un choix important entre l'un et l'autre dans la grande famille de l'agroalimentaire? Là aussi, je rappelle encore une fois que vous avez fait une longue partie de votre carrière chez Danone. Oui, moi j'ai été un des premiers candidats, enfin un des premiers élus issus d'un grand groupe. Bon, ça, on a beaucoup parlé au moment où je suis arrivé. C'est pour ça que je vous pose la question. Bon, ma réponse, c'est pas pour me défausser sur ce problème-là, mais je pense que c'est vraiment l'homme qui fait la fonction dans ce genre de poste, c'est-à-dire la personnalité et la capacité à s'imposer par rapport à un conseil d'administration et une profession qui n'est pas si facile à gérer que ça, puisqu'elle est extrêmement diversifiée, extrêmement personnelle, extrêmement indépendante. Et donc, il faut un type qui est, je dirais, qui tienne la baraque. Donc, c'est ça qui va peser le plus. Après, c'est deux candidats très performants, très intéressants. Et il peut y en avoir d'autres, d'ailleurs, d'ici le 20 juin. Et donc, je n'ai pas de choix personnel a priori. Alors, vous disiez l'homme qui fait la fonction ou la femme qui fait la fonction ou qui n'a pas fait la fonction. Voilà, vous me voyez venir. Vous avez été le premier à sonner la charge contre Laurence Parisot, lui reprochant sa gouvernance et puis sa façon de travailler les sujets importants, selon vous, du monde patronal. Et l'ANIA a claqué, un des plus gros contributeurs, a claqué la porte du MEDEF, on s'en souvient. Donc je le disais, le premier, quelque part, à avoir sonné la charge. Pour autant, on ne vous a pas trop entendu sur le coup de force de Laurence Parisot quand elle a tenté de se maintenir à la tête de l'avenue Bosquet. Ah ben, écoutez, moi j'ai déjà parlé, il y a 2 ans et demi. J'aurais bien aimé être écouté un peu plus à l'époque, puisque effectivement, il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Donc j'ai expliqué qu'on ne pouvait pas travailler dans ces conditions-là, et que quand on est membre du bureau du MEDEF avec 8 personnes et qu'on apprend les décisions le lundi matin en arrivant et qu'elles ont déjà été prises au week-end, c'est pas un mode de gouvernance qui me paraît intéressant ni souhaitable. Pourtant, elle était votre candidate. Mais plus que ça, non seulement, moi je suis quelqu'un de fidèle, je suis resté 30 ans chez Danone, donc, et quand j'ai été élu, elle a été notre candidate parce que c'était la meilleure. Au moment où elle s'est présentée, il n'y avait pas photo, on ne remet absolument pas ça en cause. Elle avait les idées les plus claires et les plus nouvelles. Elle a fait une première année tout à fait intéressante. J'ai eu auprès d'elle un poste important parce que j'ai la protection sociale. J'ai tapé tous les chiffres possibles et imaginables sur la Sécu et les retraites. On est loin de Danone. Et donc, j'ai été d'une loyauté absolue avec elle. Sauf qu'elle ne sait pas travailler, manifestement, et je ne sais même pas un reproche, c'est un constat, avec des représentants je dirais, de bon niveau. Alors aujourd'hui, il y a donc 3 candidats. Vous allez les auditer. Vous vous prononcerez d'ailleurs après le compte-rendu du Conseil exécutif du MEDEF, parce que ce qui paraît logique, puisque vous n'êtes pas membre du MEDEF, donc vous les auditerez après. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait emporter votre adhésion? Et est-ce que ça veut dire qu'un retour de l'ANIA au MEDEF est une question qui de nouveau se pose? Alors elle se pose, dans tous les cas, elle sera de la responsabilité du nouveau président. Et j'en suis très heureux. Mais c'est une question... Et qui serait le nouveau président idéal pour l'industrie agroalimentaire et ses défis aujourd'hui? Alors ça, je ne vous répondrai pas à cette question. Ça sera celui qui aura la personnalité la plus, je dirais, pas forcément la plus consensuelle, mais la plus capable de rassembler tout le monde sur un projet important. Ça, c'est le premier point. Et sur le MEDEF, je pense que effectivement, la décision de l'ANIA, par principe, on a une légitimité à être au MEDEF et il n'y a pas de raison que l'ANIA ne soit pas membre d'une organisation professionnelle importante. Bon, vous savez que moi, j'avais aussi dit il y a 2 ans, mais on n'a pas non plus toujours bien entendu, que, à mon avis, si on voulait que les organisations professionnelles s'améliorent, il fallait que ça passe par une réforme de la représentativité patronale. Je pense que c'est toujours d'actualité. Ça va le redevenir un jour ou l'autre, mais c'est essentiel. Mais si le MEDEF, je dirais, devient une organisation un peu plus organisée, un peu plus structurée, un peu plus moderne, on a notre place dans cette organisation et plusieurs des candidats actuels peuvent assurer ce rôle. Bon. Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Je le disais, interview sous forme de bilan. Et puis donc, on l'aura compris, de nombreuses problématiques, de nombreux défis pour ce qui reste encore la première industrie dans notre pays, industrie de territoire aussi, bien évidemment. Et puis donc, le retour de l'ANIA dans la grande famille du MEDEF qui semble donc acté, si je vous comprends bien. Possible. Merci d'avoir été en notre compagnie. Jean-René Buisson sur Exerfi Canal. Merci. Merci à vous.